il y a beaucoup de choses à dire hein, sur tout ce qu'il peut y avoir dans les vaccins. C'est une vraie cuisine. On publiera aussi en lien de cette vidéo la liste du CDC, Center for Disease Control, qui est notre liste qui revient à chaque fois, puisque ça ne sert à rien de la changer. Elle est là, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a dedans. Et c'est vrai que la plupart des parents ne savent pas. Ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas deviner, puisque leurs médecins ne leur disent pas. Et donc, Sophie Meulement, toi qui représente Initiative Citoyenne, là, que j'ai découvert aussi il y a quelques années quand j'étais enceinte, et je dis toujours, c'est grâce aussi à ton site que j'ai commencé à fouiller. Et j'avais envie que tu nous approfondisses, s'il te plaît, certaines choses par rapport à ce vaccin Covid qui fait peur à tout le monde. Alors oui, il y a énormément de choses à dire, comme tu le sais, Emma. Ce qui est clair, c'est que, je vais peut-être commencer en fait par rappeler quelques données de base et je vais aller les prendre chez Bill Gates lui-même puisque c'est la personne un petit peu omniprésente qui finance un peu, je ne vais pas dire tout, 100% des projets de vaccins, mais enfin plusieurs projets de vaccins. Je pense que c'est important de rappeler pour nos auditeurs qui n'ont pas écouté l'émission numéro 1 que donc Bill Gates rappelle sur son site que en fait il y a une compression totale donc de la ligne du temps de fabrication de ces vaccins et qu'au lieu d'avoir 10 à 15 ans de délai pour fabriquer un vaccin, ici on est à 12 à 18 mois. Il faut savoir que le vaccin qui a pris le moins de temps pour être mis sur le marché, ça a été 5 ans. 5 ans d'évaluation. Ici, on sera 12 à 18 mois ou même peut-être même pas un an. Alors, Bill Gates a également émis récemment des doutes lui-même sur l'efficacité du futur vaccin en disant bon, mais finalement, ça risque de ne pas être très efficace sur la transmission de la maladie, mais peut-être que les vaccinés seront protégés pendant un an et qu'ils n'attraperont pas la maladie. Donc déjà, on peut quand même émettre des doutes là-dessus parce que malgré tout, il y a des liens entre la capacité à transmettre une maladie et le fait de pouvoir forcément l'avoir soi-même. Alors, Bill Gates aussi, dans un autre entretien sur CNBC, a expliqué que eh bien, même s'il y a un effet grave sur 10 000 vaccinés, à l'échelle du monde, ça peut faire 700 000 décès ou handicaps graves. Et c'est bien pour ça que Bill Gates tient à ce que les États interviennent, c'est-à-dire octroient une immunité juridique totale pour que lui n'ait aucun risque, lui, les industries pharmaceutiques, etc. Alors, je veux aussi rappeler juste quelques petites données importantes. C'est que, suivant une étude américaine publiée dans Cell, 40 à 60%, et certains chiffres disent même 70% des gens pourraient déjà être naturellement insensibles au coronavirus sans avoir été exposés à cette version-ci grâce à un phénomène d'immunité croisée lié aux expositions antérieures. Je rappelle aussi que tous les vaccins jusqu'à présent, les vaccins candidats au coronavirus, ont toujours été des échecs au cours des dernières années parce que ça a entraîné notamment des réactions d'hyperimmunité. Il y a eu un emballement immunitaire parce que la production d'anticorps d'origine vaccinale a facilité le développement de l'infection une fois que les individus étaient exposés postérieurement à la vaccination. Et là, il y a eu des avertissements du docteur Offitt, qui est connu aux États-Unis, aussi en conflit d'intérêts d'ailleurs, le docteur Othé, le professeur Floret du comité technique des vaccinations en France. Donc tous ces gens-là ont mis en garde, et Bill Gates évidemment sait bien qu'il y a des risques. Alors avec ces vaccins, comme je l'ai dit, on va vraiment avoir affaire à des technologies d'apprentis sorciers. Ce sont des bricolages génétiques, des technologies inédites. Grosso modo, même s'il y a toute une série de projets de vaccins différents, les deux vaccins les plus avancés à l'heure actuelle sont celui de Moderna aux États-Unis, donc qui recourt à de l'ARN libre, donc c'est un code génétique qu'on va injecter aux gens, et le vaccin élaboré à l'université d'Oxford, qui est un vaccin à vecteur viral, où on utilise un petit peu sur le principe du cheval de Troie, un virus, un adénovirus de chimpanzé, donc un virus de rhume du chimpanzé, qu'on va trafiquer génétiquement pour y insérer des séquences du coronavirus. Alors, dans ce cadre-ci, l'Union européenne a fait savoir que les législations en matière d'OGM seront court-circuitées, mises entre parenthèses, justement dans le cadre de l'arrivée de ces vaccins. Alors, au niveau européen, à l'heure actuelle, il y a déjà une précommande pour des centaines de millions de doses. On parle de 300 à 600 millions de doses qui sont déjà en production avant même les résultats en fait, des essais cliniques, ce qui est complètement aberrant. Alors, au niveau européen, un gros problème qu'on va avoir, c'est que l'achat groupé des vaccins, ça va induire forcément des pressions importantes sur les États membres. L'Union européenne, en fait, va prendre soi-disant en charge la responsabilité des risques. Donc, il reviendra aux pays de décider s'ils instaurent une obligation et s'ils achètent des vaccins.
mais les États sont déresponsabilisés par la position évidemment de l'Union européenne. Alors, pour entrer plus profondément dans le thème des vaccins eux-mêmes, par rapport au vaccin de Moderna, ce qu'on peut dire, je vais reprendre notamment ce qu'a signalé l'avocat américain Robert Kennedy il y a 6 semaines sur Instagram. Il a effectivement mentionné que dans les essais cliniques de Moderna notamment, il y avait eu 20% d'effets secondaires graves survenus dans les 43 jours qui suivaient l'injection dans le groupe ayant reçu la forte dose. Donc 20%, c'est quand même très important. Et il a rappelé que, à l'échelle du monde, si chaque personne sur Terre recevait cette vaccination, on pourrait donc avoir 1,5 milliard effets secondaires graves liés à ce vaccin de Moderna. Et là encore, il y a un écart important entre les communiqués fanfaronnants des industriels qui disent tout va bien, c'est génial, et puis en fait la réalité des données avec énormément d'opacité. Maintenant, je vais vous dire quelques mots à propos du vaccin élaboré à l'université d'Oxford, sur lequel porte notamment ce très vaste marché au niveau européen. Donc, il y a déjà 2 milliards de doses de ce vaccin qui sont en production avant même le résultat des essais cliniques. Alors, déjà au niveau des essais eux-mêmes, on va comparer les gens qui ont reçu ce vaccin à un faux placebo, c'est-à-dire à des gens qui ont reçu un autre vaccin, en l'occurrence le Niemenrix, qui est un vaccin contre la méningite de Pfizer, qui est lui-même pourvoyeur d'effets secondaires. Donc, il est bien évident que si vous comparez un groupe qui a reçu un nouveau vaccin évalué à un groupe qui a reçu un vaccin ayant déjà lui-même des effets secondaires, vous biaisez la comparaison. Vous n'allez pas avoir les mêmes genres de données et vous aurez plus facile à dire, vous voyez, notre vaccin est acceptable par rapport au groupe placebo. Donc déjà, première manipulation. Alors, récemment dans la presse, on a entendu qu'il y avait eu, comme par hasard, une erreur de dosage. Donc, dans ces essais de l'université d'Oxford, on aurait administré une dose plus légère à toute une série de personnes. Beaucoup d'opacité là aussi de l'université d'Oxford qui n'a pas voulu dire à combien de personnes, combien de personnes ont été concernées par cette erreur de dosage. L'université a dit qu'ils allaient changer de mesure pour tenir compte, soi-disant, de cette dose inférieure. Donc, vous voyez, manque de transparence, mesures qui vont être changées. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Et clairement, l'échec de ce vaccin est prévisible. Je veux dire, il y a eu un article en mai 2020, je vais quand même juste vous lire quelques lignes là-dessus, un article le 18 mai 2020 paru dans le Daily Mail, qui disait ceci. Des doutes ont été exprimés au sujet du vaccin contre le coronavirus d'Oxford après que tous les singes qui ont participé à l'essai se sont avérés avoir contracté la maladie. Les 6 singes rhésus ayant reçu le vaccin sont toujours infectés par le Covid-19. Des avertissements ont également été émis selon lesquels ils auraient pu propager le virus. Le vaccin de l'université d'Oxford a donc déjà été injecté dans le cadre des essais humains accélérés. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un professeur de l'essai a averti que le vaccin ne serait probablement pas prêt avant 2021. Vous voyez, donc il y en a un qui nous dit non, il ne sera peut-être pas prêt avant 2021, et en même temps, on nous annonce déjà dans le même temps que ça va arriver pour septembre ou octobre. Donc, il faut quand même se poser des questions. Et alors, il y a eu un autre article récemment dans The Guardian qui expliquait en fait que oui, voilà, très probablement le vaccin ne serait pas efficace chez les sujets âgés et donc il faudra sans doute vacciner les enfants et peut-être même avec 2 doses pour soi-disant protéger leurs grands-parents. Donc on a tout un chantage comme ça qui se profile, un peu du même tonneau que ce que Madame von der Leyen nous avait fait, disant que voilà, les seniors pourraient rester encore isolés des mois tant que le saint vaccin n'est pas arrivé. Et alors, je voudrais vous dire un dernier point qui est quand même intéressant sur les échecs en fait, des vaccins à adénovirus. Parce qu'il y a eu un article qui date déjà d'il y a 10 ans dans la revue pour la science qui expliquait en fait qu'en 2007, la firme pharmaceutique Merck avait lancé un essai clinique qui s'appelait STEP. C'était une étude de grande ampleur d'un vaccin contre le VIH, utilisant aussi un vecteur adénoviral, qui avait le nom un peu complexe ADHU5, pour adénovirus humanisé 5, voilà, pour transporter des gènes viraux. Quelques 3000 sujets qui n'étaient pas porteurs du VIH ont reçu le vaccin ou le placebo.
À mesure que l'essai avançait, un signe inquiétant est apparu. Les personnes vaccinées n'étaient pas mieux protégées que celles qui avaient reçu le placebo. Elles apparaissaient même plus vulnérables à l'infection. Un décompte réalisé à mi-parcours de l'étude indiqua que 49 hommes sur les 914 du groupe vacciné étaient devenus séropositifs, donc 5,36%, alors que c'était le cas pour 33 hommes sur 922 dans le groupe placebo, donc 3,57%. Durant l'été 2009, l'essai STEP a alors été suspendu. Et ils expliquaient en disant qu'en fait, chez les personnes présentant une immunité préexistante à l'adénovirus correspondant au vecteur, le système immunitaire a pu attaquer le vaccin lui-même. On ne sait pas en revanche pourquoi les personnes vaccinées semblaient plus sensibles à l'infection par le VIH. Mais une des explications plausibles, c'est que le tout est plus que la somme des parties. Et donc, les biologistes ont souvent une vision très réductrice. Ils espèrent aller bricoler un virus. Mais la nature a une complexité supérieure et donc voilà, l'ensemble d'un virus, ça ne donne pas dans un organisme le même effet qu'un virus que l'homme a été bricolé génétiquement en pensant qu'il allait mettre tel bon gène et tel bon gène les uns à la suite des autres. Alors moi, ma conclusion par rapport à tout ça, c'est de rappeler quand même aussi que suite au scandale du vaccin H1N1, l'ex-commissaire à la santé, l'ex-commissaire européen à la santé, le docteur Vytenis Andriukaitis, qui est lui-même médecin, avait déploré, je cite, les expériences terrifiantes vécues par les victimes du vaccin. Alors là, on a de plus en plus de signes que ces vaccins ne vont pas être efficaces, qu'il va y avoir des risques exorbitants. Et on a appris récemment, pour couronner le tout, que Mme von der Leyen avait organisé un deuxième téléthon sur les vaccins. Ça avait déjà écœuré beaucoup de gens, le premier téléthon, puis on a eu un deuxième. Donc l'Union européenne va dilapider au moins 10 milliards d'euros de francs des contribuables européens pour ces projets de vaccins. Sur le site de l'OMS, on parle encore de 30 milliards d'euros, de dollars, bref, supplémentaires de la part des États-Unis. Donc c'est quand même des sommes colossales. Et je voudrais juste rappeler pour terminer simplement que chaque année, il y a plus de 14 millions de décès liés au manque de nourriture et au manque d'eau potable. Donc chaque jour dans le monde, 25 000 personnes meurent de la faim, c'est les chiffres de l'ONU. Et voilà, vous avez plus de 13 000 personnes qui meurent chaque jour par non-accès à l'eau potable. Donc, ce sont des chiffres ahurissants. Et donc, pour nous, je pense qu'il faut que les gens s'interrogent sur la notion de détournement de fonds, d'escroquerie, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire. On a reçu pas mal de messages de Belges et du coup, qui nous demandent si en Belgique, il y a une association, un mouvement, quelque chose. Alors, Sophie, je voulais te demander, est-ce que tu pourrais peut-être nous aider là pour nos auditeurs belges? Mais écoute, oui, nous, ce qu'on défend avant tout, c'est la liberté de choix en santé. Alors, ce qu'on a fait récemment, ça je l'indique parce que c'est très important, c'est une pétition qu'on a mise sur le site Pétition en ligne pour exiger la liberté vaccinale absolue parce que ici en Belgique, il y a eu un reportage comme quoi la ministre flamande de la Santé, enfin fédérale de la Santé, Madame De Blok, est en faveur de l'obligation. Et le ministre Koen Geens a dit celui qui ne voudra pas du vaccin, on l'obligera. Donc il y a quand même une épée de Damoclès concrète et cette pétition existe en français et également en néerlandais sur le site petitie.be, je pense. Donc c'est important d'aller la trouver. Elle est aussi sur notre site internet. Alors, ce que nous, on a également fait comme démarche récente avec un de nos avocats, on a écrit à la Commission européenne pour exiger la communication de toute une série de documents administratifs. Donc, le cahier des charges par rapport aux futurs achats de vaccins, les documents scientifiques sur lesquels ils se basent, etc., etc. Donc, on a fait cette demande. Normalement, ils ont 30 à 60 jours pour répondre. S'ils ne répondent pas, il y a un recours qui est possible. Alors, tout ça, ça s'inscrit dans des démarches globales qui sont pratiques. Il y a évidemment toute une série d'aspects à traiter. On pourrait parler du traçage, des masques, etc. Alors, en Belgique, les masques, à part dans les transports en commun, ne sont pas obligatoires. Alors ici en Belgique, il y a eu récemment une lettre de 400 médecins qui ont dit attention, on va au drame, il faut remettre des masques, il faudrait les imposer. Donc il y a tout le mouvement qui était décrit par Christophe au Brésil et en France, on le vit aussi ici en Belgique, donc de nouveau c'est la même chose. Donc là, je pense que ce que disait Jean-Pierre est assez juste, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas d'obligation généralisée,
effectivement, il faut s'informer, il faut oser s'afficher sans masque. Effectivement, on sent les gens très crispés. Mais je remarque qu'il y en a quand même moins qu'avant. Il y en a moins qu'il y a 3-4 semaines. Donc, il y a quand même des choses qui bougent. Et moi, je le redis, je félicite chaque fois les gens que je vois, les caissières ou autres, sans masque. Et je sens que ça leur fait du bien. Donc, je vois qu'il y a quand même un changement. Il faut tenir le cap. Merci Ah Sophie. oui, je voulais juste, excuse-moi, juste encore te mentionner ceci. Plusieurs Français nous ont demandé s'il y avait une pétition équivalente à la nôtre pour la France. Et alors là, oui, c'est une pétition qui s'appelle Liberté notre amour, mais on indiquera les liens en dessous de la vidéo. Liberté notre amour.wesigne.it. Donc j'indiquerai les liens, mais donc c'est une pétition équivalente.